La matrice a bugué. Petite anecdote. Parce que quand t'es arrivé, donc on s'est échangé quelques messages, Gaël et moi, quand vous arriviez sur le site où on fait l'enregistrement, tu m'as dit W-O-O-T. What? Genre, what? Et j'ai regardé Manon, j'étais là genre... Alors, on a tout à fait googlé. On a googlisé, qu'est-ce que c'est que ce truc? Typiquement, c'est un langage, quoi. Ouais, salut, comment ça va? Ouais, c'est j'ai ça, jamais Wout. dit ça de ma vie, mais ok. Ouais, non, mais faut vous y mettre, les filles, voilà. On est déjà trop C'est un truc vieilles, de gamer. on est déjà Non, trop- mais c'est un truc de gamer, de gameuse, qu'on utilise pour se saluer. Voilà. Ok. What? Franchement, t'as entendu ça une fois et depuis tu crois mais que tu le pèses dans le game du hacking. Oui. Pourquoi? Parce que grâce à ce super podcast, je Allez. sais tout du code des hackers. Moi, je pense que tu prends beaucoup la confiance pour un premier épisode. Ouais, c'est bon, j'évacue le strack comme je peux. On commence les choses sérieuses? Allez. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de La Matrice a bugué. Désolée, je me déteste, mais il fallait absolument que je fasse une introduction digne des meilleurs épisodes de France Inter. Pourquoi certains ont la curiosité d'aller comprendre le monde technique, tandis que moi, perso, du moment que le problème est résolu parce que j'ai cogné au bon endroit sur mon ordi, je demande pas du tout mon reste. Je grossis largement le trait, mais je me suis déjà trahi juste en disant monde technique, je pense. C'est comme si c'était une sphère qu'on pouvait pas vraiment dissocier de nos réalités quotidiennes. Donc on capte direct que je fais pas partie de ce groupe de personnes qui, justement, ont cette curiosité limite viscérale. Je sais pas pourquoi je me prends à lâcher des mots comme ça. Donc cette curiosité pour les nouvelles techno. Et donc pour nous, l'une des figures les plus emblématiques de cette curiosité, c'est celle du hacker. De celui qui profite des bugs, qui s'en sert, qui s'immisce, qui exploite, qui espionne. Bref, des verbes qui finalement semblent négatifs, limite similaires au répertoire d'action des méchants dans Disney, tu vois. On retrouve aussi l'image du héros tourmenté des films et des séries actuelles. Donc pas forcément méchant si on reste sur un vocabulaire très binaire, mais pas un gentil tout lisse non plus. On pense au Mr. Robot, au personnage de Lisbeth Salander dans Millennium par exemple. Donc les clichés sont bien là et les représentations qu'on a du hacker sont celles d'une figure un peu anti-système, d'un héros sombre. Mais on s'est demandé si cet imaginaire-là, il collait vraiment à la réalité. Est-ce que l'image du type qui peut apparaître sur ton écran en mode canal plus scripté, c'était vraiment ça, un hacker? Et pour ça, on a décidé de mener l'enquête. Ça va, Charlotte, on ne dérange pas? Ça va. Et pour mener cette enquête, vous l'avez compris, hein, si vous avez écouté l'épisode 0, on va pas demander à la daronne de Manon. Maman, je t'appelle vite fait parce que j'ai une question à propos des hackers. Tu peux m'aider? Maintenant, là, désolé, mais j'y connais pas grand-chose dans mon truc, et puis là, j'ai vraiment pas le temps. Ok, bisous. Ouais, ça marche, Allez, ciao. Manon. Daronne de Manon, ok, on oublie. Alors, tant qu'à faire, on va interviewer le maxi best-of, d'accord, des spécialistes surexpérimentés sur la question wesh des sauces, parce qu'ils sont incroyables. Deux hackers éthiques, et on reviendra sur la définition de ce mot-clé, Gabriel et Gaël. Grâce à nos métiers, dans la vie de tous les jours, pour Manon et moi, le métier de hacker, il est déjà un peu plus clair. Mais quand on en a parlé à nos proches ou quand on a interrogé des gens au hasard dans la rue, on s'est rendu compte que le flou, il était encore bien présent. Parce que concrètement, pour vous, c'est quoi le hacking? C'est quoi un hacker? On allait poser la question directement à des jeunes. Et j'adore dire ça comme si j'avais 50 ans. Je m'y trouve une légitimité. Bref, on allait à la sortie des lycées et des facs et on vous écoute. Vous avez un nouveau message. Pour moi, un hacker, c'est une personne qui force l'accès, entre guillemets, au compte internet d'autres personnes de manière frauduleuse pour avoir accès à ses informations privées et potentiellement usurper son identité. Pour moi, un hacker, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans tout le domaine informatique. J'ai plutôt une image un peu négative de ça, enfin, quelqu'un qui peut un peu pirater des choses, etc. Mais je sais que c'est pas forcément le cas. Selon moi, un hacker, c'est une personne qui s'introduit dans ton appareil électronique, quel que soit, donc ton téléphone, ta tablette, ton ordi. Un individu qui aurait des compétences pour
hacker, donc c'est-à-dire pirater, je pense, des systèmes informatiques, des logiciels. Et du coup, dans cette perspective-là, la question qui me vient en tête tout de suite, c'est l'intention derrière. Du coup, ces piratages. Est-ce qu'il y a une volonté de nuire à un État, à un individu, ou est-ce que c'est plutôt pour des objectifs en fait, ça me fait penser au Anonymous. Bon, le constat, il est là, hein. Merci Mr. Robot. On est sur une image négative qui lie le hacker à l'attaque personnelle, à l'attaque à la vie privée, à l'usurpation même. Alors bien sûr, ça peut, hein. On n'est pas en train de faire une dichotomie sur il y a les gentils hackers et les méchants hackers. Mais quand on écoute ces représentations, hacker, c'est jamais un métier. C'est jamais légal. C'est toujours super flou et c'est toujours lointain. Il y a personne qui nous a répondu que son oncle était hacker. Donc on est allé chercher ailleurs, on s'est dit bon ok, que disent les dictionnaires ? On s'est demandé si notre référent à tous, le dico, pouvait nous éclairer. Et spoiler alerte, ça nous a bien fait marrer. D'après le Larousse, un hacker c'est... Personne qui, par jeu, goût du défi ou souci de notoriété, cherche à contourner les protections d'un logiciel, à s'introduire frauduleusement dans un système ou un réseau informatique. Recommandation officielle fouineur. Bon, on va plutôt aller poser la question à nos spécialistes, à nos fouineurs officiels. Et on va commencer par Gabrielle. Gabrielle, c'est une hackeuse éthique, une pentesteuse. On aura l'occasion de revenir sur ce terme. Et c'est l'une des figures de la cybersécurité au Canada, puisqu'elle a quand même rien que ça, été nommée par l'IT World Canada parmi les 20 femmes les plus importantes du pays dans la filière. Et elle, sa vision du hacker, elle est très loin de ce qu'on a entendu jusqu'ici. Pour moi, un hacker, c'est pas quelqu'un de mal intentionné, c'est quelqu'un qui va... en fait, ça m'énerve un petit peu quand on entend dans les médias les gens qui disent, les journalistes ou pas forcément les journalistes, mais les gens en général qui ont cette notion que les hackers, c'est forcément des personnes mal intentionnées. Oui. Il y a des personnes mal intentionnées, il y a des black hats, comme je disais tout à l'heure, mais il y a aussi des white hats. Donc je préférerais qu'on appelle les black hats des cybercriminels et voilà. Mais pour moi, les white hats, c'est des hackers éthiques et c'est des gens qui sont là pour aider les entreprises, pour aider, pour protéger les démocraties et donc c'est vraiment quelque chose. Il y a des valeurs en fait qui vont avec. Ok, là je crois que la première minute scientifique s'impose, hein. La prod, jingle minute science s'il vous plaît. Alors, pour qu'on soit bien tous alignés et pour faire assez simple, le black hat, c'est un hacker qui va pénétrer dans les systèmes d'information, les téléphones, les ordinateurs, whatever. Du moment que ça fait bip bip, en vrai, ça fonctionne. C'est-à-dire que même un aspirateur connecté, ça compte. Et donc, il va y pénétrer sans le consentement du propriétaire. Et ce genre de pratique est considéré comme illégal. Dans sa démarche, on retrouve le gain financier, la vengeance. Donc on est clairement sur des démarches qui sont malveillantes. Le white hat, lui, il agit avec le consentement du propriétaire. Donc ça change beaucoup de choses. Au niveau juridique, il y a toujours un flou autour de ce consentement et on doit passer beaucoup par des contrats. Mais ça, je vais laisser Chloé, juriste au sein de la Scale-Up Yogosha, vous expliquer un petit peu plus. Alors aujourd'hui, il y a peu de bases légales. Il n'y a pas forcément une loi qui autorise à faire du hacking. Il y a juste un ensemble, c'est plutôt un patchwork de petites dispositions législatives. Et finalement, on ne sait pas vraiment si on a droit à une rémunération. Du coup, c'est pas très incitatif pour le hacker. On va avoir une loi qui est assez ancienne, qui est la loi Godefrein de 1988. Et puis on a la loi pour la confiance dans l'économie numérique, ou la loi pour une république numérique de Taxel Lemaire, qui est venue permettre aux hackers de remonter une faille, mais seulement à l'ANSSI ou au RSSI. Donc on n'a toujours pas de notion de rémunération, et c'est toujours un petit peu flou sur la responsabilité pénale du hacker. Aujourd'hui, on a la directive sur le whistleblowing qui est venue en fait apporter des petites précisions. Surtout la CNIL en fait, elle a été contrainte de mettre en place un système de whistleblower, de lanceur d'alerte. On connaît tous le terme de lanceur d'alerte avec Edward Snowden. Et bien en fait, c'est la même chose. On va considérer que le hacker est un lanceur d'alerte et il va pouvoir, via le formulaire de la CNIL, renseigner les vulnérabilités qu'il a trouvées. On veut quand même que le hacker soit de bonne foi. Ça veut dire que si en tant que hacker éthique, vous prenez une liste de sociétés pour essayer de trouver des vulnérabilités,
c'est pas vraiment le principe du whistleblower. Normalement, c'est lorsque vous avez connaissance d'une vulnérabilité dans le cadre de vos activités professionnelles ou personnelles. Donc si vous voyez sur le site de votre commune, lorsque vous inscrivez votre enfant à des activités périscolaires ou à une crèche, qu'il y a une faille, vous pouvez légitimement la remonter à la CNIL. En revanche, si vous avez scanné toutes les scale-up ou toutes les entreprises du CAC 40 pour essayer de voir les vulnérabilités sur leur site ou leur app, là, on n'est pas vraiment dans le cadre du whistleblower. Okay. On a une loi en Belgique qui est assez novatrice là-dessus également. Donc on pourrait essayer de se dire que peut-être que le législateur français va suivre son voisin belge, et encore on manque un peu de recul. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui le bug bounty est légal, et le pen test aussi, c'est tout simplement le fait qu'on se repose sur la liberté contractuelle. Sans contrat, aujourd'hui, un bug bounty, le fait de donner une récompense financière lorsque le hacker a trouvé une vulnérabilité, ne serait tout simplement pas autorisé, puisqu'on peut simplement remonter sa vulnérabilité à l'ANSSI, au RSSI de l'entreprise, ou alors le porter à la connaissance de la CNIL, qui se chargera ensuite de remonter l'information. Donc finalement, Chloé, elle nous permet de comprendre la distinction entre Black Hat et White Hat dont Gabriel parlait. Et on a décidé d'investiguer un petit peu plus, et on a posé la question à Gaël. Gaël, il est incroyable. Gaël, il est multicasquette. Il est météorologue de formation. Il a beaucoup travaillé sur les capteurs, les instruments météo, et en fait, il est également hacker éthique. Il travaille à la sécurisation des véhicules, il travaille dans l'accompagnement de militaires dans leur conduite d'opération, et il travaille aussi dans la préparation des populations à anticiper en fait les catastrophes et la gestion des crises numériques en cas de catastrophe. Et il nous raconte. Moi, j'aime bien deux définitions. Celle du Chaos Computer Club, déjà, c'est quelqu'un qui doute. Un hacker, c'est une personne qui doute, qui ne fait pas confiance, au système d'information. Et comme on ne fait pas confiance au système d'information, on cherche déjà à comprendre comment il fonctionne. Donc ça, c'est le CCC, qui est le plus gros club de hackers en Europe, en Allemagne. Celle de Karen El-Azari aussi, qui est une hackeuse israélienne, qui dit que le hacker, c'est le système immunitaire de l'Internet. Par extension, comme tout est connecté, on est un peu les globules blancs en fait, de la ville, de la cité. Notre rôle, c'est un peu aussi de comprendre un peu, je reviens sur la première définition, comprendre comment fonctionne ce système d'information pour les durcir, pour les améliorer, pour anticiper des failles, des vulnérabilités, ce que j'inscris beaucoup dans la continuité de ce que j'ai appris, moi, sur les catastrophes naturelles, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Pour moi, une crise cyber ou une vulnérabilité cyber n'est pas différente d'une catastrophe naturelle. Le résultat, souvent, est le même. C'est qu'au final, le système d'information ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas d'électricité, parce que les antennes relais sont tombées, parce qu'on a des problèmes de connexion, des câbles cassés, etc. Quand on les écoute, tant Gabriel que Gaël, être hacker, c'est avant tout une vision, une curiosité. Ce qu'on a compris de nos échanges avec ces professionnels, c'est qu'il n'y a pas de parcours, ni de voie royale, ni de conditions sine qua non pour devenir hacker finalement. Mais quand même, une question demeure. Comment on en arrive au métier de hacker ? Donc on va essayer de revenir sur l'origin story. L'origin story des hackers. Yes. Pour Gaël, par exemple, le hacking, il est né du fait de faire fonctionner les objets qu'il utilisait. Il avait un objectif, il nous raconte, il faut que ça marche. Quand j'ai été formé à fabriquer des capteurs météorologiques, des stations, des stations météo, des phénomènes, donc des capteurs qui étudient les nuages, il fallait que ça marche. Peu importe la méthode, le moyen, il fallait que ça marche. Et donc, en fait, que ce soit mécaniquement, c'est-à-dire un chewing-gum, une punaise, du scotch, du sparadrap, un pansement, peu importe. Il fallait que ça marche d'un point de vue mécanique, mais aussi d'un point de vue électronique et informatique. Donc, j'ai très tôt été sensibilisé aux enjeux du logiciel libre, par exemple. Donc, à 16 ans, je compilais déjà mon noyau Linux. En gros, quand je suis arrivé au lycée, j'ai eu le premier ordinateur familial et j'ai pu faire ce qu'on appelle du dual boot, donc faire démarrer la machine soit sur Windows de Microsoft, soit sur SUSE Linux, en fait, qui est une distribution, un autre système d'exploitation, Linux.
Et en fait, depuis que j'ai 16 ans, en fait, dans les mains, j'avais la capacité, grâce à Linux, de faire des choses que mes potes, qui eux étaient sous Windows, ne pouvaient pas faire. Et donc rien que ça, c'était pas tant quelque chose qui me rendait supérieur aux autres, mais quelque chose qui me rendait différent des autres. Et mes premiers scripts que j'ai faits et les premiers ordinateurs que j'ai eu à pirater, c'était ceux de mes profs de techno, pour pouvoir récupérer les corrigés que je partageais allègrement avec mes autres camarades de classe. Voilà, en gros, c'est comme ça que je me faisais un peu des potes. C'était en divulguant les corrigés, en les distribuant massivement. Monsieur Cambon et Monsieur Rousset, si vous écoutez ce podcast, je suis désolé, mais c'est de bonne guerre. Bon, vous voyez surtout pas dans ce podcast une incitation à pirater les ordi de vos profs de techno. Hein. Quoique, tu sais quoi, ça m'aurait bien servi à l'époque en 6e, là. Comment j'étais nulle pour ça, trouver les bonnes formules pour construire des ponts, là. Enfin bref, quand on les écoute, en fait, on se rend compte que tout part d'une curiosité, quoi. D'une envie peut-être aussi de s'ouvrir et de comprendre de nouvelles choses. Moi, ce que j'aime bien dans ce qu'il raconte, c'est qu'on comprend qu'il n'y a pas vraiment de profil type pour devenir hacker. Et je pense même que le témoignage de Gabriel illustre aussi parfaitement ça. Je te jure, son histoire, on dirait qu'elle sort d'une fiction. Moi, j'ai commencé... j'ai été poussée vers des études littéraires à la base. Hein, donc j'ai fait une terminale ES, donc en économie, mais après je me suis orientée vers le théâtre, parce que c'était une passion aussi. Mais déjà à cette époque-là, je faisais du développement d'applications, je développais des sites internet pour parler des acteurs ou des actrices que j'aimais bien, ou pour parler de théâtre simplement, enfin je faisais des sites internet sur ça. Et puis après, déjà j'aimais beaucoup ça, mais bon, j'avais été poussée un petit peu vers la voie littéraire par la pression sociale en fait. Quand on est une femme, on va vers le littéraire, et quand on est un homme, on va vers le scientifique. Donc c'était des biais que j'avais eu tôt. Et donc j'avais toujours été attirée par le développement d'applications et tout ça. Un petit peu après, je me suis réorientée. Donc, je suis allée au Canada une première fois, parce que je suis au Canada, là, aujourd'hui, je l'ai pas dit tout à l'heure. Je suis allée au Canada une première fois, il y a à peu près 13 ans maintenant. Et c'est là que j'ai vraiment eu l'occasion de travailler avec l'outil informatique et de voir que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc, quand je suis rentrée en France, je me suis orientée vers le développement d'applications, et donc je suis allée faire un BTS en développement d'applications. Et après, je suis allée faire une licence professionnelle aussi en développement d'applications. Et après ça, j'ai travaillé comme développeuse d'applications. Sauf que je livrais des choses, mais je savais pas si c'était sécurisé, et puis c'était quelque chose qui ça me gênait. Et puis en plus, c'est vrai que à l'époque où j'ai fait ma formation, je pense que ça commence à changer aujourd'hui, que c'est différent, mais à l'époque où j'ai fait ma formation, on n'avait pas de module de sécurité pour nous apprendre à sécuriser nos applications, en fin de compte, tout simplement. Donc je savais pas trop comment on faisait et tout ça, donc c'est comme ça que j'ai regardé sur internet et tout ça, que je me suis renseignée, et j'ai découvert le métier de pentesteuse, et je me suis dit c'est génial, c'est génial. Tu peux aider à sécuriser quelque chose, et puis c'était vraiment quelque chose, ça m'a tout de suite plu. Maintenant qu'on a écarté l'idée selon laquelle un hacker c'est forcément malveillant, faut s'interroger sur la façon dont on s'intègre sur ce marché du travail qui est plus ou moins comme les autres. Et donc c'est en échangeant avec les hackers professionnels qu'on s'est rendu compte que ce serait mentir que de dire qu'il n'y avait pas quelques embûches, qu'elles soient financières, sociales, géographiques et j'en passe. On a parlé de ces sujets avec Gabrielle et elle nous a raconté son parcours. D'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des formations qui prenaient en compte mon background ou qui étaient pas trop chères, mais j'ai pas trouvé. C'était soit trop cher, soit on me disait oui, mais t'es développeuse d'application, donc c'est pas quelque chose que tu pourras faire. Donc quelque chose que je n'explique pas non plus encore aujourd'hui, parce que c'est très très bien d'avoir un background en développement d'application quand on fait du pentest. C'est toujours bien d'avoir des notions de développement d'application et de connaître des langages de programmation et de savoir programmer, parce que si tu veux hacker les systèmes, il faut que tu saches comment ils fonctionnent, et donc il faut que tu saches que derrière il y a du code, etc. Et puis toi-même tu es amené parfois à créer des outils pour automatiser différentes choses, ou pour simplement à créer des exploits pour pouvoir exploiter une vulnérabilité. Et donc j'ai fini par, comme je trouvais soit c'était trop cher, soit je trouvais pas, je me suis auto-formée, et c'est comme ça que j'ai lancé mon blog, où j'ai expliqué ma démarche,
J'ai fait toute une démarche de formation. Je me suis inspirée d'un concept qui s'appelle l'apprenance de Philippe Carré et j'ai fait tout un parcours, si tu veux, en plusieurs étapes. Donc j'ai fait des CTF. Les CTF, c'est Catch the Flag et c'est des compétitions où tu vas avoir des challenges de cybersécurité et que tu vas devoir, en gros, par exemple, hacker des choses ou résoudre un problème de cryptographie ou des choses comme ça, par exemple. Et ça va être un bon entraînement, c'est vraiment de la pratique. Je suis allée à des conférences également pour voir un petit peu, pour avoir toute cette vision holistique. J'ai suivi des MOOC. J'ai fait aussi ce que j'ai appelé des Learning Expeditions, donc c'était des summer schools. Donc je suis partie aux Pays-Bas comme ça, je suis partie en Ukraine, je suis partie à différents endroits. Donc j'ai documenté tout ça sur mon blog et grâce à ça, j'ai pu devenir pentesteuse. Gaël, lui aussi, il a rencontré certains obstacles et il nous a raconté la façon dont il s'était construit et comment s'était forgé son identité de hacker éthique. Je suis hacker guadeloupéen, moi. Nous, on a ADN sol, on est proche des Jamaïcains, enfin voilà, nous, on est des Latino-Américains, donc on danse. Non, je rigole à moitié quand je dis ça, vraiment. Vraiment, c'est une question qui m'a été posée. Je crois que la première personne qui m'a fait développer ça, cette idée-là du hacker antillais, c'est Marion Cotillard. Okay. Qui me disait mais c'est pas l'image du tout que je me faisais du hacker dans mes personas et effectivement Mr Robot et tout, moi j'ai pas été élevé en Europe avec des hivers et l'univers cyberpunk qui a teinté l'univers des hackers. Moi j'ai pas été élevé comme ça. Moi j'ai été élevé en Guadeloupe sur une île où il fait 37 degrés, on va à la plage, on danse, on zouk, donc forcément ça teinte mon artisanat numérique, le hacking, d'une autre chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe ou dans des pays où on a des hivers rigoureux, on a des réseaux de métro sombres, voilà. Je rigole qu'à moitié quand je dis que je suis un hacker guadeloupéen parce que forcément quand j'ai voyagé et que j'ai rencontré d'autres hackers, d'autres territoires ultramarins, d'autres îles en Afrique, forcément, on a une autre vision en fait de tout ça et en fait, heureusement, Internet nous a fait voyager, nous a fait nous rencontrer, nous a fait échanger sur des problématiques qui sont parfois communes ou pas du tout d'ailleurs à nos territoires. Et c'est pour ça que je suis intimement convaincu et c'est un petit peu aussi ce qui est devenu Internet, même si on a toujours l'impression que on parle plus de ce qui nous divise sur ces réseaux, sur les réseaux sociaux, etc., que de ce qui nous rassemble. Mais ça a été pour moi, en tout cas, et pour pas mal de mes pairs, un formidable outil d'émancipation, d'échange et de partage. Et j'en suis encore intimement convaincu aujourd'hui. Là, on a un peu abordé les obstacles que tu pouvais rencontrer quand tu veux devenir un hacker. Mais il y a un sujet qu'on doit aborder. Et vous allez remercier Mr. Captain Obvious. Mais quand t'es une femme, on va pas se mentir, c'est plus compliqué. Déjà, on peut rappeler ce chiffre, 11% de femmes dans la cyber. Gabrielle, elle nous a parlé de ce biais social qui pousse les jeunes femmes vers les filières littéraires plus que scientifiques. Et ici, on croit pas à l'autocensure, d'accord ? On n'a pas une différenciation par nature. Mais ce biais social, cette véritable pression parfois, elle pousse à s'éloigner ou du moins à pas franchir le pas vers la cyber et donc vers les métiers du hacking. Et Gabrielle, elle a connu ça. Elle nous parle de l'évolution et de la considération des femmes dans la cyber. Dans les IT, donc ça fait à peu près 8 ans que je suis dans les IT, il y a eu du changement. C'était difficile au début parce qu'on n'était que 2 sur nos promos en développement d'applications. Donc c'était pas facile. Et clairement, il y a des biais que j'ai eu en développement d'applications. Il y avait des biais que j'étais moins bonne que les autres parce que j'étais une fille. C'était assez clair que j'étais, avant même d'avoir eu le temps de faire mes preuves quand j'étais en formation, on m'a tout de suite cataloguée comme t'es une fille donc tu sais pas coder. Ça c'était il y a 8 ans. Et depuis que j'ai commencé le pentest, c'est, je dirais, beaucoup mieux. Il y a une vraie volonté, en tout cas de la part des entreprises, d'avoir un peu plus de diversité dans leurs équipes. Et donc, il y a un vrai effort qui est fait. Il y a encore du travail, évidemment, mais il y a franchement un vrai effort qui est fait. Et puis, là, par exemple, dans mon entreprise actuelle et même dans mon entreprise précédente, j'ai pas eu de problème par rapport au fait que j'étais une femme et j'ai pas été cataloguée aussi grossièrement que quand j'étais en formation en disant t'es une fille donc on va dire que tu sais pas coder parce que bon voilà. Les gens en tout cas là ont conscience que il faut que ça change, je pense beaucoup, et ceux qui ne voudraient pas que ça change, on les entend plus.
ou moins, sont moins mis en avant et c'est plutôt voilà, une tendance inverse qui se développe. Donc oui, je dirais que ça va mieux, mais qu'il y a encore du travail, puisque on voit par les chiffres qu'il y a encore énormément de choses à changer, au niveau de l'égalité salariale, au niveau de plein de différentes choses, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un vrai effort, en tout cas, qui est mis en place et que peut-être c'est pour bientôt. En vrai, grâce à ces témoignages, je trouve qu'on a déjà fait pas mal de chemin pour rendre peut-être un petit peu plus justice à la figure du hacker. C'est clair, et les hackers qu'on a rencontrés, ils souhaitaient tous nous parler de ce qualificatif éthique. Hacker éthique. Si on devait repartir un peu de notre réflexion, tu vois, sur le bug dans la matrice. Ouais. Est-ce que finalement, le hacker éthique, c'est pas celui qui voit clair dans la matrice, qui comprend les bugs, il voit qu'il y a des choses qui fonctionnent mal et il intervient en prévention de possibles attaques, tu vois. Ouais. Et que finalement, la définition, en tout cas d'hacker éthique, elle s'articulerait plus autour de valeurs humaines. Ouais, c'est un ça. peu comme ce que Gaël nous racontait quand il parlait du code du hacker éthique. Il parlait vraiment de valeurs qui étaient avant tout personnelles. J'ai la chance d'avoir été très bien entouré, sans tomber dans le bisounours, hein, mais je dis souvent au quotidien, 80% de mon boulot, c'est de l'humain. C'est déjà comprendre les personnes où ça gratte, en fait. Qu'est-ce qu'il y a comme problème ? Résoudre les problèmes des gens, c'est déjà les écouter, comprendre ce qu'il y a comme problème. Alors, le problème, c'est le serveur, le problème, c'est le logiciel, c'est le protocole, c'est une attaque, c'est un tsunami. OK. Une fois qu'on a compris c'est quoi le problème, ensuite, on fait de la technique. Et fait pas l'inverse. Moi, je fais pas l'inverse. En gros, c'est ce que j'encourage d'ailleurs comme approche. C'est la technologie, la radio, tout ça, pour moi, c'est pas une fin en soi. Je m'amuse à faire ça, c'est super, mais c'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'arriver à avoir effectivement l'humanité au milieu de la pièce. Au final, à quoi ça servirait d'être aussi bon, d'être aussi en avance pour toi-même, quoi, tout seul dans ton coin. Enfin, ok, hein, super, je me suis fait plaisir. Moi, ça m'arrive, hein. Moi, je suis un bébé Matrix, hein, je suis trop content. Quand il y a des trucs qui défilent sur mon écran, je suis super heureux, je suis super content. Bon, après... Et tu sais que Gabrielle aussi, elle nous partageait ça, hein, ces valeurs qui se regroupent avec celles de Gaëlle, à savoir la protection et le service des autres. Ouais. Il y a la valeur de justice, il y a la valeur de protection de la démocratie, il y a la valeur de cyberpaix qui est très importante pour moi. Ce serait l'idée que tous les pays puissent accéder au cyberespace et sans s'attaquer les uns les autres. C'est très idéaliste, mais pour moi la cyberpaix, c'est ça, ce serait vivre en paix... en fait, la paix, mais dans le cyberespace. Au-delà de ces valeurs, on va pas se mentir, il y a aussi un truc très terre-à-terre, c'est que tu veux pas être dans l'illégalité. Tu veux pas terminer tes jours en prison ou faire la une des journaux, tu vois. Ouais, en tout cas, pas pour escroquerie. Ouais, quoi. clairement. Alors, moi, ma ligne de crête, évidemment, c'est que mes enfants n'aient pas besoin de me ramener des oranges dans une prison de France. Voilà. Ça, déjà, on va éviter. Ensuite, ce que je me dis souvent, c'est... Au final, dans le futur souhaitable pour mes enfants, est-ce que ça leur servirait à s'en sortir, à résoudre des problèmes ? Enfin, le fait d'être papa, depuis 15 ans, j'avais quand même une doxa et j'étais quand même déjà très engagé sur des questions humanitaires ou des questions techniques au service de l'humanité. Mais c'est que le fait d'être père, ça a renforcé ça. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que au final... la génération qui arrive, est-ce qu'elle va... qu'est-ce que je vais lui transmettre, en fait, in fine ? Est-ce que mes enfants vont comprendre ce que je fais, déjà ? Et sans se concerter, d'ailleurs, les interviews qu'on a faites, à des moments très différents, se recoupent. Parce que Gabrielle aussi, elle a tenu à préciser un peu que, tu vois, cette question de l'éthique, en fait, elle se pose même pas. Je dirais que pour moi, c'est la même chose que de décider d'aller braquer une banque, en fait. La question se pose pas tellement, au final. Parce que... Oui, c'est vrai que c'est plus facile, c'est peut-être un peu plus, entre guillemets, le Far West quand on est sur Internet. Mais bon, je sais pas, pour moi, la question se pose pas vraiment parce que mon objectif, c'est de protéger. Honnêtement, je dirais que la question se pose pas vraiment. On a parlé des valeurs, de l'éthique, de ces grands enjeux, des convictions, de ce qu'on veut apporter à la société. C'est pas rien quand même. Et avec ce podcast, on voulait aussi montrer qu'être hacker, c'est un quotidien. Il y a des to-do list, des comptes rendus à produire. Même quand on est en freelance, faut pas croire. Et c'est aussi ça, la matrice à bugger, c'est raconter la vie de ceux qui font le monde numérique et qui, au quotidien, participent à résoudre ces bugs dans la matrice.
Non, c'est clair, il existe une multitude de profils de hackers. T'en as qui sont pentesters, t'en as qui font exclusivement du bug bounty, t'en as qui sont salariés en freelance. Attends, t'es là, tu lâches des mots chelous. Quoi? Pentest de quoi? Pentest toi-même déjà? Ah, toi, t'es une meuf avec de la répartie un peu. C'est quoi un pentester? Tu sais quoi, je sors la carte Joker, appelle à un ami et on va aller demander à un spécialiste. Un pentester, c'est avant tout un auditeur spécialisé sur toutes les actions de sécurité offensive. Un pentester peut être quelqu'un qui a fait des études assez poussées, jusqu'à par exemple un Master 2 dans les domaines de cybersécurité ou de l'informatique, mais ça peut être aussi un autodidacte. Donc en fait, quand on a ces deux possibilités sur la manière dont on peut devenir un pentester, donc une activité professionnelle rémunérée, ça dénote surtout, alors bien sûr des compétences techniques, mais plutôt un état d'esprit. En fait, c'est une manière de penser qui regroupe plusieurs domaines de compétences. Bien sûr, la capacité de curiosité, comprendre comment fonctionne un système, l'analyser et trouver des failles pour pouvoir y rentrer et les exploiter. Et ensuite, quand on a fait ça, être capable de rester dans un cadre légal qui a été défini en amont, puisque généralement on agit pour des clients. Donc voilà, un pentester, c'est ce regroupement de compétences, donc quelqu'un qui a des solides compétences informatiques, qui peut les utiliser pour découvrir des failles ou des vulnérabilités dans un système, les exploiter, les faire remonter, montrer à un client comment ensuite il peut sécuriser ou remédier à l'amélioration de son système, que ce soit un système d'information ou que ce soit un système un petit peu plus complexe. Avec l'exemple du métier de pentester décrit ici par Nicolas, qui travaille donc au quotidien avec des pentesters, on a un premier exemple de ce que peut être le travail du hacker, le métier de hacker. Ouais, c'est clair, et on se rend compte qu'il faut développer plein de compétences, que ce soit en vulgarisation ou en communication, tu vois. Ouais. Et Gabrielle le disait très bien, puisqu'elle est pas mal revenue durant notre interview sur le fait de devoir travailler en équipe et que c'était vraiment un métier qui n'était pas si solitaire que ça. Par exemple, quand on fait un pentest, on est constamment en train de discuter avec les personnes dont on teste le projet, par exemple, si tu veux. Donc, il va y avoir toute la phase de préparation, toute la phase de planning, où on va parler régulièrement avec ces personnes-là, on va évaluer leurs besoins, savoir ce qu'ils veulent exactement. Alors, donc, il faut savoir, il faut avoir un sens relationnel quand même important et savoir communiquer. Il faut aussi être capable de vulgariser des concepts techniques, parce que à la fin, il y a aussi la phase de rapport, et on va écrire un rapport, et il va y avoir une partie qui s'appelle le sommaire exécutif, où il va falloir expliquer aux personnes qui sont donc preneuses de décision dans un projet ou dans une entreprise, il va falloir leur expliquer les impacts que certaines vulnérabilités pourraient avoir, sans parler technique. Il va falloir dire, par exemple, telle vulnérabilité, ça pourrait avoir un impact sur la disponibilité d'un site internet, par exemple, et donc ça pourrait faire perdre de l'argent ou des choses comme ça. Nicolas, qui nous a défini le métier de pentester, nous raconte leur quotidien. Je pense que le quotidien, c'est jamais le même, en fait. C'est ça aussi qui doit intéresser les pentesters. C'est qu'il y a tellement de systèmes, tellement de nouveautés, que quand on est sur, par exemple, un pentest sur des automates d'un fournisseur de transport pour réserver des billets, ben voilà, on est aussi sur une autre typologie de pentest qui va être intéressante parce que on n'est pas sur un système informatique classique. Voilà, donc le quotidien d'un pentester, s'il faut le résumer, c'est que c'est jamais la même chose, sauf s'il y en a qui veulent toujours faire du TI web. Donc là, mais moi, de ceux que je vois depuis maintenant quelques mois, voilà, tous ont envie de missions variées, de sortir de la routine. Et le domaine du test d'intrusion permet justement de briser cette routine, donc le quotidien est assez varié. Dans ce métier, la vulgarisation, c'est donc essentiel. Et pour expliquer ça, Gaël, il a une métaphore géniale. Apprendre à vulgariser ce qu'on apprend, on est sur des métiers très techniques. Et donc, il faut que ce qu'on dit soit compréhensible, je lui disais hier, de Gulli à la chaîne parlementaire. Cet intérêt pour la vulgarisation et la transmission, il se matérialise aussi dans le concept de communauté, qui est totalement lié au monde du hack. Le hacking, ok, ça peut s'apprendre seul dans sa chambre, certes, mais tu t'appuies forcément sur tout ce qui a été fait avant toi, qui a été documenté sur le World Wide Web. Gabrielle, elle a dit un truc que je trouve génial.
Je pense pas avoir déjà vu une communauté aussi intéressante ailleurs. En fait, il y a vraiment cette idée de on se construit ensemble. Ouais. Et ça, Gaël, il nous en parle. En fait, on n'apprend pas tout seul pour moi parce qu'on apprend forcément des autres qui ont écrit des documentations des logiciels avant nous. Donc ça, c'est le premier point. D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai appris, c'est qu'au final, pourquoi réinventer la roue alors que d'autres personnes se sont pris la tête avant nous à résoudre certains problèmes. Donc, moi, ce que je retiens de toutes ces années-là, en fait, c'est que les communautés, en l'occurrence là, pour avoir travaillé à la structuration de la communauté OpenStreetMap en France, le projet OpenStreetMap qui est un projet de cartographie libre, Wikipédia de la cartographie. À la genèse de ce projet en France, il a fallu créer une association. Je n'avais jamais créé d'association de ma vie, je n'avais jamais milité dans quelques syndicats que ce soit. Mais en fait, ce que j'ai découvert avec OpenStreetMap, c'est aussi ce qui a teinté aussi le hacking chez moi. C'est que on est tous un peu hackers à nos heures perdues, on a tous des astuces, on a tous des petites bidouilles qu'on fait dans notre coin pour pouvoir faire des choses. Gabrielle aussi, elle nous parlait de cette communauté solide qui permettait de vraiment nourrir des valeurs de partage. Ah oui, il y a clairement une communauté. D'abord, il y a énormément de gens, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui vont partager leurs ressources. Et puis, quand on va être à des conférences, on va rencontrer des gens qu'on a eu l'occasion de parler sur Internet. Et on va les rencontrer en vrai. Il y a vraiment toute cette communauté là, que les gens sont ouverts à partager leurs connaissances, ils sont ouverts à publier des ressources. Il y a énormément de ressources sur Internet disponibles gratuitement où on peut apprendre énormément de choses. Pour finir, et dans cette logique d'entraide, si jamais tu veux t'orienter, mais on dit pas que tout le monde à la fin de ce podcast veut devenir hacker, quoique franchement, il était tellement génial que je pense que tout le monde veut devenir hacker. Oh, come on. On a posé la question à nos hackers éthiques sur les conseils qu'ils donneraient à quelqu'un qui veut se lancer. Il faut pas lâcher, il faut continuer. Je sais que c'est facile à dire et difficile à faire, mais il faut s'accrocher. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les communautés. Il y a des communautés de femmes. Je sais qu'en France, par exemple, il y a le CEF6, il y a aussi WISIS, il y a plusieurs communautés de femmes dans la cybersécurité qui sont vraiment intéressantes. Si celles qui sont en France vous plaisent pas, il y en a aussi beaucoup en ligne, donc il faut pas hésiter à regarder aussi sur Internet. Avec ces communautés-là, souvent il y a des workshops, il y a un échange, on peut vraiment apprendre beaucoup et on est dans un safe space, donc on va pas être jugé enfin voilà, ce sera plus agréable. Aller à des conférences aussi, ça aide beaucoup. Discuter aussi, on m'envoie beaucoup de messages sur LinkedIn et donc où on me demande des conseils ou des choses comme ça. Je trouve que c'est une bonne démarche aussi d'aller voir des professionnels pour leur demander des conseils. Donc pas hésiter à faire ça. Et puis ouais, voilà, pas lâcher. Et puis si on se sent seul, la meilleure chose que je peux conseiller, c'est les communautés de femmes dans la cyber. Ah mais non, mais on n'a pas du tout fini en fait. On est un peu des bébés des réseaux sociaux, des bébés combini. Bébé Tom, elle est folle. On voulait finir un peu avec des questions flash que vous nous avez posées par message sur Instagram pour les hackers. Ah oui, c'est vrai. C'est parti. Tu travailles où ? Beaucoup chez moi et un peu à l'observatoire qui est juste à côté de chez moi, donc je reste assez chez moi, beaucoup chez moi quand même. Ça dépend. Là par exemple je suis au bureau, mais en fait avant la pandémie, je pense que mon équipe était aussi comme ça, parce que moi je suis arrivée pendant la pandémie, donc je sais pas exactement comment ils faisaient avant, mais on peut venir au bureau et on peut rester chez soi, ça dépend. C'est quoi le truc le plus dingue que tu puisses faire en matière de hacking ? Aujourd'hui, me faire passer pour les transpondeurs d'Air Force One ou transpondeurs d'un sous-marin nucléaire américain. Voilà. C'est quand on est capable d'exécuter du code sur un serveur à distance. Au quotidien, tu travailles avec combien de personnes ? Je dirais souvent une autre personne. Quand on est en équipe en pentest, on sera en général 2. Et sinon, régulièrement, enfin toutes les semaines, on est en réunion d'équipe, donc 10 personnes à peu près. Tu gagnes combien ? En moyenne, par mois, 5 000 €.
Ça dépend, ça va... Alors, je vais te donner les chiffres en dollars canadiens, moi je suis désolée. On fera la traduction. Ça va de 52 cas, voire je dirais quand même 60 cas pour commencer, à 150 je pense, voire 200. C'est une grosse fourchette. J'ai pas vraiment de chiffres précis. Tu peux travailler où tu veux ? Ouais, partout. Je bosse partout. Je fais tour du monde cette année. Je vais bosser pratiquement sur tous les continents. Il y a besoin de hackers partout. Donc oui, tu peux travailler où tu veux à partir du moment où les gens ont conscience qu'ils ont besoin de pentesters ou de hackers. Alors réellement, ouais, tu peux travailler partout. Est-ce que tu comptes faire ça toute ta vie ? Autant que je puisse. Ça va être cool de pouvoir voyager et d'aider des gens à avoir la vie sauve en cas de catastrophe. Ça aide à voyager, ça. Pourquoi pas. Je veux dire, ça me plaît. Donc, je suis passionnée par ça. Donc, ouais, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire toute ma vie. Dans cet épisode, on a vraiment voulu partir des clichés les plus basiques qu'on pouvait avoir sur la figure du hacker, pour ensuite les déconstruire ensemble, grâce notamment au récit des personnes dont c'est vraiment le métier. Et on va pas se mentir, dans ce premier épisode, on n'a clairement pas fini de faire le tour du sujet du hacking. Donc on veut et on va investiguer un peu plus cette question dans d'autres épisodes de ce podcast. On aimerait finir sur les mots de la meilleure amie de Gaëlle qui était présente lors de l'enregistrement. Elle nous disait que le hack, c'était avant tout une manière de penser, qu'on n'avait pas forcément besoin d'être technique pour hacker, et que c'était surtout une volonté de contourner, de bypasser des obstacles. Et des obstacles qui peuvent être de tout type finalement. Et c'est justement ça qu'on cherche à faire avec ce podcast. On s'est dit que la solution pour contourner les bugs dans la matrice, c'était d'abord d'arriver à les comprendre. C'était Léa et Manon pour La matrice à bugger. Oui, on est totalement en train de se présenter à la fin du podcast et c'est pas parce qu'on a oublié de le faire au début. Non. On espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. La matrice à bugger sur Instagram, à lâcher des petits pouces bleus. C'est des petits pouces bleus sur Instagram? Pas du tout. C'est Facebook, hein, t'as vieilli, hein. Cringe. La matrice a bugué.